Bonjour, je me présente. Je m'appelle Kenny. Ce que je préfère dans la vie, c'est le VTT en forêt. Je viens de la ville de Old Glen. Et ce que je préfère, je vous l'ai dit, c'est le vélo tout-terrain. J'y vais souvent en forêt, mais tout le monde m'interdit de m'éloigner de la ville de Old Glen. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il va m'arriver quelque chose à Old Glen. Quand il va m'arriver cette chose à Old Glen, sachez que cette ville a un lourd passé. Avant, c'était une ville minière. C'est pour ça que dans cette ville, il ne se passe jamais rien de bon. À Old Glen, il ne se passe jamais rien de bon. Avant, c'était une ville minière. Sachez que ce qui va m'arriver n'est pas quelque chose de beau, quelque chose qui arrive à tout le monde. Old Glen n'est pas une ville comme toutes les autres. 1543. C'était une ville qui avait été bien longtemps dérangée par le mal. On y trouvait des choses auparavant qu'on n'y trouvait pas. Elle y avait été dérangée bien longtemps, il y a bien longtemps, auparavant, par le mal. Une chose était arrivée, une chose hors du commun, que personne ne pensait qu'elle allait arriver. C'était une ville minière, tranquille. Il y avait des arbres, des maisons. Il y avait cette forêt, assez calme pour qu'on puisse voir le ciel bleu, assez calme pour qu'on puisse penser que les arbres montèrent au ciel en pic jusqu'à la cime des arbres. Il y avait des corbeaux et on entendait leur croassement. Il y avait des mares, des rivières. Bref, il y avait une forêt. Mais il y a bien longtemps de cela, en 1543 et 1544, il y a quelques années, quelque chose s'est passé. À Old Glen, dans cette ville, Old Glen, quelque chose s'est passé. C'était une ville tranquille, une ville minière. Elle était paisible et calme. Les habitants étaient des habitants comme les autres. Ils restaient chez eux, et de temps en temps, allaient parfois dans la forêt. Mais la forêt était sans sobriété, souvent quelque chose d'indépendant. La forêt était quelque chose d'indépendant pour les habitants de Old Glen. Il ne s'y passait jamais rien. Elle était sans sobriété, et on y voyait clair. Les arbres, par contre, eux, ils étaient sombres. À l'intérieur, on pensait pouvoir trouver un arbre de paix. On pensait pouvoir trouver un arbre de paix à l'intérieur. Mais on y trouvait des arbres, des oiseaux, on y trouvait des rivières, de la terre ferme et rugueuse. C'était une forêt comme toutes les autres. Mais un jour, cette ville minière, un jour, s'est retrouvée face au mal, le mal incarné. Un mal qui a détruit la forêt, qui l'a empoisonnée, et qui s'est enraciné dans le sol, qui a commencé à faire pousser des choses. Les arbres eux-mêmes ont été empoisonnés. Les arbres se sont retrouvés à l'afflux de ce mal, et se sont retrouvés empoisonnés, emprisonnés sous les racines de chaque arbre qu'il y avait dans la forêt. Il y avait ce mal qui les rongeait. On pouvait comparer ça à une maladie, à un virus ou à un cancer. Ça rognait de l'intérieur et ça remontait jusqu'aux racines. Un jour, un bûcheron est arrivé avec sa hache. Il est arrivé à l'intérieur de la forêt. Il a découpé un arbre avec sa hache. À plusieurs reprises, il a fracturé le tronc. Quand enfin l'arbre est tombé, il a vu au milieu une racine noire qui était en train de s'accrocher à l'arbre. Cette racine était en train de s'accrocher à l'arbre, fermement. Fermement, elle s'accrochait à l'arbre. Elle ne la lâchait plus. Pour aucune raison, on ne savait ce que c'était. Mais il a décidé de le découvrir. Et cette racine noire, qui s'accrochait à l'arbre, pour aucune raison, en 1500, en 1543, personne ne savait ce que c'était. Certains pensaient que c'était l'œuvre du diable, l'œuvre du mal, le malin. D'autres pensaient que c'était un simple virus,
ou alors la terre qui renonçait à monter par les racines. Certains pensaient que c'était la terre qui renonçait à monter par les racines. Certains pensaient que c'était le mal, le malin, le diable, ou encore l'œuvre du mal, qui venait à s'incruster à l'intérieur des arbres. C'était une forêt si pure que les gens venaient à penser que ce n'était pas possible. Et partout dans cette forêt, maintenant on y trouve des arbres rongés par cette racine noire. Partout dans cette forêt, on y trouve des arbres rongés par cette racine. Cette racine qui est à l'afflux de chaque arbre, eh bien on y trouve les arbres qui restent là, seuls, dans cette forêt qui n'a jamais été visitée, pas depuis que ça s'est passé. Pas depuis que ça s'est passé, cette forêt n'a jamais été visitée, par personne. Un soir, un enfant est parti de chez lui, à vélo, avec son BMX, et une jeune fille, elle est partie de chez elle, avec son VTT. Elle s'est retrouvée dans la forêt, avec l'enfant. Avec l'enfant, elle se retrouvait dans la forêt. Deux jeunes orphelins dans cette forêt. Ils ont commencé à chercher la racine noire qui s'accrochait aux arbres. Ils ont commencé à chercher cette racine noire qui s'accrochait fermement aux arbres. Ils ont essayé avec une tronçonneuse qu'ils ont trouvée dans une cabane sur le côté. Dans une cabane sur le côté, avec une tronçonneuse qu'ils ont trouvée, ils l'ont démarrée. Il y avait un homme derrière un arbre, assez fort pour tenir la tronçonneuse. Ils ont demandé alors à faire la même expérience, à découper un arbre. Ce qu'ils ont fait par la suite, ils ont découpé un arbre. Ils sont restés assis là longtemps, autour d'un arbre qui avait été découpé. Il avait été découpé à ras, et le tronc était tombé, s'était fracturé par terre. Ils regardaient alors cette racine noire qui était en train de grimper, de l'intérieur. De l'intérieur, elle grimpait et elle montait jusqu'à la cime de l'arbre. Des racines le long du tronc, jusque tout en haut, elle grimpait. Ils ont regardé et ils ont parcouru l'arbre, de devant jusque de derrière. Ils sont restés assis longtemps à côté de cet arbre. Ils l'ont regardé et se sont demandé ce que c'était. L'homme s'est relevé, a pris sa tronçonneuse, est parti en courant à l'intérieur de la cabane, a dit que c'était l'œuvre du mal, et les enfants n'y croyaient pas un mot. Jusqu'au jour où il se passa quelque chose dans la forêt. Jusqu'au jour où il se passa quelque chose dans la forêt de Hall Glen. Les enfants ne croyaient pas pouvoir prétendre que c'était l'œuvre du mal. Ils ne croyaient pas pouvoir penser ni même prétendre que c'était l'œuvre du mal. Mais un jour, ils ont entendu des voix, par-dessous des arbres. Par-dessous des arbres, ils ont entendu des voix. Ils ont alors vu un canot souterrain. Ils ont vu des réseaux et des canaux souterrains en dessous des arbres. Ils ont commencé à creuser avec leurs propres mains. Le jeune enfant a prétendu pouvoir toucher quelque chose et avoir l'impression de tenir une racine en main. Seulement ce n'était pas une racine, c'était une main qui avait été figée, qui avait été laissée là à son insu. Elle avait été laissée là à son insu. De son propre gré, elle avait été laissée sous cet arbre. Ils ont alors découvert en dessous des canaux et des réseaux souterrains en dessous de la forêt, qui relièrent chaque arbre par cette puissance maléfique qui devait être une racine noire. Elle grimpait et s'agrippait du sous-sol, des réseaux souterrains et des cavités. Des cavités et des réseaux souterrains, elle s'agrippait du bas et remontait jusqu'aux racines. Elle abreuvait ce qu'on pouvait être Elle abreuvait à prendre ce qui pouvait être la sève des arbres. Et elle buvait la sève des arbres, car certaines personnes pensaient que c'était le sang des arbres. Dans le village, certaines personnes pensaient que c'était le sang des arbres, la sève. C'est clairement le sang des arbres. Mais de manière religieuse, certaines personnes imaginaient que c'était le sang du corps ou le sang du Christ. Ils imaginaient alors que cette racine noire, dans les cavités, les réseaux souterrains qu'il y a en dessous des arbres, qui s'agrippait
et prenait place dans les racines et à l'intérieur du tronc de l'arbre sur lequel elle s'était grippée. Prenait ensuite place à l'intérieur et commençait à le manger de l'intérieur comme un cancer. Elle buvait la sève, mangeait son sang et mangeait la chair qu'il y avait à l'intérieur. Un jour, un homme est parti. Il a coupé un arbre, il est tombé, il l'a retrouvé, et comme sur tous les arbres, on peut décrire leur âge. Comme sur tous les arbres, on peut décrire leur âge en comptant chaque face et chaque couche qu'il y a à l'intérieur. Face à l'arbre qui a été couché par terre, face à l'arbre qui a été couché par terre, qui a été fracturé et qui a été coupé à la tronçonneuse, il regardait les couches superposées et comptait les lignes blanches qu'il y avait. Seulement, elles n'étaient pas blanches, mais de l'intérieur elles devenaient noires. Il comptait alors les lignes blanches, certaines commençaient à disparaître lorsqu'il les comptait. C'était l'œuvre du mal, exactement. Il regardait alors de plus près. Et chaque ligne qu'il y avait, car un arbre peut vivre jusqu'à 100 ans, chaque ligne qu'il y avait pour pouvoir compter les couches, qui superposèrent les années desquelles il a vécu, qu'ils superposèrent les années desquelles il a vécu dans cette forêt. Eh bien, ils les comptèrent un à un, mais seulement chaque couche qu'ils comptèrent les unes après les autres, un à un, disparaissait. Et alors le noir prenait place de plus en plus. Ils comptèrent alors jusqu'à 100, chaque couche qui avait été superposée par rapport à l'âge de cet arbre qui était resté si longtemps dans la forêt. Elles disparaissaient une à une, jusqu'à ce que le tronc devienne noir et ne se fige en pierre sur le côté qui avait été allongé sur le sol. Certaines personnes du village, certaines personnes, d'autres non, mais certaines personnes du village préfèrent se fier à la théorie du climat. D'autres personnes ne se fient pas nécessairement à la théorie du climat. D'autres se tournent plus vers la religion et pensent que c'est le mal incarné. Mais il y avait un homme qui ne se fiait pas à la religion, encore moins au climat. Il ne pensait pas que c'était le climat, la température de la forêt, la température de l'air ou à quelle distance le vent est en train de flotter. Il ne pensait pas que c'était le vent qui flottait à une telle distance et qu'en dessous il n'y avait aucun vent. Ce n'était pas ça. Pour lui, ce n'était ni la religion, ce n'était ni le climat, encore moins la distance et le sens dans lequel le vent part. Ce n'était pas ça. Pour lui, c'était une légende. Tous les jours, il nettoyait son fusil, le canon de son fusil. Il s'asseyait sur la chaise devant chez lui, sur le perron en bois de sa maison. Sa maison en bois, qui était une vieille maison sur le côté. Toutes les autres étaient au village. Toutes les autres étaient au village, et les personnes ne parlaient que de ça. Le climat. Comment cette chose est arrivée sous les arbres? Comment cette racine noire a pris possession des racines des arbres et s'est incrustée à l'intérieur des troncs? Toutes les personnes ne parlaient que de ça, exprimaient alors leurs faits, leurs théories et ce qu'ils pensaient. Certaines disaient que c'était le réchauffement climatique, d'autres disaient que c'était la religion, certaines disaient que c'était l'œuvre du mal. D'autres pensaient que c'était tout simplement quelque chose d'autre, mais d'inconnu que personne ne connaît encore. Mais cet homme qui tous les jours, lui, s'asseyait, se posait et s'installait sur son fauteuil. Il allumait un cigare après avoir nettoyé son fusil. Il déposait son fusil par terre, regardait les gens passer, et à chaque fois, il leur répondait que c'était l'œuvre du mal, qu'il y a bien longtemps de cela dans cette forêt. Une femme est arrivée, et son enfant y est venu aussi. Son enfant y est venu aussi dans cette forêt, et qu'il y a bien longtemps de cela, son enfant avait une maladie que personne ne connaît. Une maladie qui rend la peau noire et sèche, rugueuse et froide comme de la pierre. Il racontait cette légende tous les jours, que cet enfant avait une maladie, qui rendait la peau noire, sèche, froide et dure, rugueuse comme de la pierre. Il racontait ça à tout le monde, et il disait à tout le monde: « Est-ce que tu as déjà touché l'arrière d'une pierre précieuse?
c'est rugueux, froid et noir. Personne ne lui répondait, mais il continuait sa légende. Il disait que cette femme avait été dans la forêt. Cette femme avait été dans la forêt. Un soir d'été, il faisait nuit, et elle avait été dans la forêt. Avec son enfant, c'était un soir d'été. Il pleuvait, malheureusement, ce jour-là. Malheureusement, ce jour-là, il pleuvait. Ce soir d'été où elle avait été dans la forêt. Elle a déposé son enfant par terre. Il était rugueux, froid, et sa peau était presque noire, presque recouverte de rochers. Sa peau était noire. Il avait cette maladie spéciale que personne ne connaissait. Avant, on le classait comme étant quelqu'un de maladif. Cet enfant avait été mis en attente sur le côté, mais dans le temps, ce n'était pas trop ça. La religion, c'était eux qui contrôlaient. C'était la religion qui contrôlait. Pour eux, cet enfant n'était que l'œuvre du mal. Cet enfant n'était que l'œuvre du mal, et il racontait ça tous les jours, qu'il était l'œuvre du mal, d'une chose qui avait été rendue par Satan, qui avait été posée sur cet enfant, et que cette chose était une maladie. Il avait été classé infirme, il avait été classé comme étant le sous-fifre du mal, du démon. Il avait été classé par des personnes, des religieuses et un couvent qui avait été classé comme étant infirme. C'était à cet endroit qu'on déposait les infirmes et les enfants qui avaient une maladie spéciale. On les classifiait de temps en temps, il y a longtemps, comme étant l'œuvre du mal et du démon. Il avait été posé devant la porte de cet endroit, ce couvent. Une religieuse l'a recueilli, et quand elle a soulevé le drap, elle a vu un jeune enfant, avec la peau grise, peut-être même noire, brune très foncée, voire peut-être marron, avec des grumeaux sur les articulations. Il était froid, rugueux, il avait les yeux ternes et il était aveugle. Il racontait sa légende, qu'un jour, sa mère est revenue au couvent, a repris son fils, et elle est partie pendant la nuit. Et cette nuit d'été, elle a été dans la forêt. Elle l'a déposé par terre. Avec sa main, elle a posé une dernière fois sa main sur son ventre, pour pouvoir avoir un contact avec sa peau rugueuse et froide, recouverte de grumeaux marrons, rugueuse et froide, comme la terre qu'il y a sur le sol, comme la pierre qu'il y a en dessous, comme la pierre qu'il y a à l'arrière d'une pierre précieuse. Elle l'a regardé une dernière fois. Elle le regardait lui, mais lui regardait sa mère. Mais il ne le pouvait pas, il était aveugle. Ses yeux étaient pâles et blancs, peut-être voire même d'un rose pâle. Il a dit un dernier mot que sa mère n'a pas compris. Après ça, elle a posé un baiser sur ses lèvres, un dernier baiser pour lui dire au revoir. Dans la forêt, elle est allée plus loin. Elle a creusé un trou. Elle a creusé un trou dans la forêt, avec ses propres mains. Elle est morte sur le côté, morte de chagrin, envahie par ses larmes. Elle est morte sur le côté. Elle s'était déposée contre les troncs d'arbres. Elle s'était déposée contre un tronc d'arbre en particulier, celui devant lequel elle avait creusé un trou. C'est à partir de là que cette maladie a commencé à prendre forme sous terre, à s'attaquer aux arbres, en dessous, sous la forme d'une racine noire. Il expliquait cette légende et que cette femme, qui avait creusé ce trou, avait enterré son enfant. Personne ne le savait encore, mais lorsqu'il expliquait cette légende, le cadavre de cet enfant était encore à l'endroit dans lequel la mère avait fait ce trou. Le cadavre de cet enfant, qui n'avait peut-être pas de nom, à part le fait que tout le monde pensait qu'il était l'hôte du démon et du mal. Eh bien, son cadavre était encore là. Le seul but pour pouvoir arrêter tout ce que les gens pensent, l'œuvre du mal, l'œuvre du démon, ou alors encore le réchauffement climatique, c'était de leur prouver que ce cadavre était encore là, de trouver les restes de son squelette. Seulement, il n'y avait plus rien. La terre avait été réduite à néant. La terre avait été réduite à néant par la forêt. Des racines avaient poussé par-dessus, en dévorant la chair de l'enfant.
En dévorant la chair de l'enfant, des racines avaient poussé par-dessus. Mais lorsqu'un soir, une religieuse est arrivée, une religieuse venant tout droit d'un couvent et du catéchisme, elle s'est posée devant les racines qui avaient posé leurs racines tout au-dessus du corps de l'enfant. Elle s'est posée devant les racines qui elles-mêmes s'étaient posées sur le corps de l'enfant. Elle l'a regardé. Elle l'a regardé longtemps, cette terre qui était recouverte de racines noires. Elle s'est approchée et a vu que les racines qui s'étaient posées contre l'enfant n'étaient pas des racines qui venaient du sol et qui venaient très certainement de l'arbre qui était à côté d'elle, contre lequel elle était assise, mais que c'étaient des mains rugueuses, noires, sèches et ternes comme la pierre. C'étaient des racines noires, rugueuses, qui avaient de longs ongles qui s'incrustèrent dans la pierre, des ongles noirs. La peau était rugueuse, terne, froide et rude comme la pierre. Et ses mains, ses bras, qui s'accrochèrent de part et d'autre, de droite à gauche, qui s'entremêlèrent les uns aux autres, on avait l'impression que c'étaient des racines. Elle regardait alors ses doigts, qui s'implantèrent dans la chair de l'enfant. Elle avait creusé, elle aussi, au travers des racines noires, qui passèrent de part et d'autre du corps. Et elle regardait le corps. Il y avait ses doigts qui étaient implantés dans les griffes du squelette, dans les griffes, dans la chair de l'enfant. Dans la chair de l'enfant, il y avait les griffes de ses mains qui étaient implantées. Elles passèrent de part et d'autre, et elle s'est approchée des racines, en croyant que c'était celle d'un arbre, ou celle d'autre chose qui sortait tout simplement de la terre, mais c'étaient des bras, rugueux, rigides, froids, comme de la pierre. Comme de la pierre, ils étaient rugueux, rigides, ils ne bougeaient pas. Même pas avec le bruit du vent, pas un seul grincement, même pas avec le bruit du vent, même pas avec le vent qui était fort ce soir-là. C'était une nuit d'automne. Ce soir-là, le vent était fort en bas, et n'existait peut-être pas en haut. Il n'existait peut-être pas en haut, mais il était fort ce soir-là. Il poussait tellement fort qu'elle en bougeait assise par terre. Elle en bougeait assise par terre. Elle s'était agrippée sur le sol, en agrippant ses mains dans la terre. Et elle regardait les racines, qui ne bougèrent même pas et ne grincèrent même pas. Seulement d'énormes bras, rugueux, noirs, froids, rigides et entièrement comme de la pierre, qui s'accrochaient à la chair de l'enfant. Quand elle s'est accroupie par terre, elle a regardé l'enfant, en tout cas ce qu'il restait de son corps. Elle a regardé l'enfant une dernière fois. Quand elle s'est accroupie par terre, qu'elle s'est agenouillée, elle a regardé sa tête qui était posée sur le côté, contre un rocher, contre le sol froid et humide, recouverte de pluie, la racine qu'il y avait sur le côté, contre laquelle sa tête était déposée. Elle regarda ensuite l'enfant sur le côté qui était mort depuis bien longtemps. Elle regardait son cadavre, et elle se mit alors agenouillée devant son cadavre. Elle prit alors la première branche de bois qu'elle avait eue sur le côté. Elle en sculpta une croix, un crucifix, avec un petit Jésus qui y était accroché et crucifié. Elle sculpta cette croix avec un petit Jésus qui y avait été crucifié. Cette croix, elle la sculpta dans le bois qu'elle avait trouvé, la première branche qu'elle avait eue par terre. Elle posa ensuite la croix et les copeaux de bois, pendant qu'elle l'avait sculptée. Sur le sol, elle les rassembla autour, un peu comme pour faire une barrière. Un peu comme une barrière religieuse, elle rassembla les copeaux de bois, car ils faisaient partie de ce qu'elle avait sculpté. Ils faisaient partie, et ils étaient à part entière quelque chose qui faisait partie de la croix, du crucifix qu'elle avait sculpté. Elle posa ensuite la croix contre le visage de l'enfant, et elle lui dit, en murmurant à son oreille, à ce qu'il restait de son oreille, et ce qu'il restait de son corps, de sa tête appuyée contre la racine, là où il avait été entremêlé par les racines, ou plutôt les bras, devrais-je dire, qui s'étaient agrippés au sol. Elle regardait l'enfant,
et murmura à son oreille: « Tiens, c'est pour toi. » Elle y déposa ensuite le crucifix sur le côté. Elles laissèrent les copeaux de bois tout autour comme une barrière religieuse. Et au moment où elle déposa de l'eau bénite sur le côté, à côté de l'enfant, elle vit bouger une racine sur le côté. Elles se retournèrent et recula près d'un arbre qui avait été coupé et qui avait été posé sur le sol, qui depuis bien longtemps s'était transformé en pierre rugueuse et froide. Elle se mit alors contre et vit qu'une racine avait bougé. Lorsqu'elle se réapprocha, et qu'en signe de croix, elle répandit de l'eau bénite sur le corps de l'enfant. 3 racines se décrochèrent alors du sol et s'agrippèrent à son cou. Morte, à côté, elle y est restée. Elle n'a pas pu revenir au couvent, prévenir les autres religieuses qu'elle avait trouvé le corps, et que les gens de la ville pouvaient maintenant croire que la légende de cet homme était réelle. Nous étions dans les sous-sols. Plus j'avançais avec mon livre en main, un livre noir qui n'avait pas nécessairement de titre, plus j'avançais, plus je pouvais voir que la personne qui me suivait, derrière, une ombre noire qui n'avait pas l'air de prêter attention à ce que moi je faisais. Elle avançait et elle me suivait. À côté, il y avait le garçon qui était avec moi. Lui, il prêtait beaucoup d'attention au livre que je tenais. Il prêtait beaucoup d'attention au livre que je tenais. Je l'ai regardé et je lui ai donné mon livre. Je me suis tourné vers lui. Je l'ai regardé un instant de haut en bas et je lui ai donné mon livre. Je lui ai dit que je lui prêtais pour le temps qu'il avait envie de le regarder. Il m'a regardé et ensuite l'a pris. D'un simple sourire en coin des lèvres et d'un simple geste, il m'a dit merci. Il le feuilletait et moi je lui disais de faire attention. Les racines noires qui s'embrochèrent à l'intérieur des arbres, à l'extérieur, dans la forêt. Les racines noires qui s'embrochèrent dans les arbres, à l'extérieur, dans la forêt, qui s'embrochèrent dans les troncs et qui restèrent à l'intérieur comme un poison, tombèrent du sol. Sous les sols de la forêt, nous étions dans les sous-sols. Sous les sols de la forêt, il y avait toutes ces racines. On marchait, mais je sentais que quelque chose nous suivait. J'ai aperçu alors de loin. Je me suis assis. Je suis resté par terre, juste à côté d'une racine. Une racine qui était à côté de moi. Une racine noire. Elle était sûrement en train de monter et de s'abreuver d'un arbre, en buvant son sang et sa sève. Je l'ai regardé. J'ai regardé cette racine. Je lui ai dit de me rendre mon livre. Quand il m'a rendu mon livre, je me suis rendu compte que cette racine n'était pas une racine, mais un bras. Un bras, comme de la pierre, froid, rugueux, terreux, avec plein de petits grumeaux dessus. Avec plein de petits grumeaux. Rugueux, froid, gris, terne. Ce bras qui était accroché à moi. Il était sombre, gris et peut-être noir. Il avait des ongles qui s'accrochaient à mon tibia. Et je le voyais, il me tenait fermement. J'ai essayé alors de me lever, pensant qu'il allait peut-être lâcher. Il ne m'a pas lâché. Je suis resté assis jusqu'à ce qu'il lâche. Il n'a jamais lâché. Et quand j'ai ouvert mon livre et qu'il me l'a rendu, je lui ai dit merci, comme il l'avait fait pour moi. D'un simple geste de la tête, je lui ai dit merci. J'ai commencé à prendre note. J'ai pris note avec le stylo que j'avais avec moi, un stylo noir. J'ai pris des notes et j'ai commencé à dessiner avec ce stylo, en faisant des petits traits. En y faisant des petits traits dans mon carnet, j'ai commencé à dessiner tout ce que je voyais. Les endroits plus sombres, je faisais des traits plus rapprochés. Et les endroits plus clairs, je faisais des traits qui étaient moins rapprochés. Je raccrochais alors tout ce que je notais dans la description de mon dessin que je faisais par écrit. La description de mon dessin que je faisais par écrit. J'y notais ensuite tout ce que je dessinais. Les grandes cavités souterraines dans lesquelles
dans lesquels on avançait, ce qu'on avait vu, ce bras qui me serrait la cheville et qui était rugueux, sur lesquels il y avait des grumeaux comme de la terre, ce bras noir qui était comme l'arrière d'une pierre précieuse, ou comme l'arrière d'une pierre, ou comme les pierres qu'on peut trouver dans les champs. Je l'ai regardé, j'ai essayé de le toucher. Au moment où j'ai retiré ma main des côtés, à ce moment-là, il m'a lâché, et j'ai vu que par moments, il bougeait de temps en temps, et il grinçait, comme pouvait grincer une racine, et cet arbre grinçait comme pouvait grincer une racine. Il a décroché alors son index, son pouce, son major, son auriculaire et son annulaire. J'ai vu qu'ils décrochèrent tous ses doigts, les uns après les autres, ils décrochèrent tous ses doigts, les uns après les autres. Je l'ai vu enlever tous ses doigts. Les articulations, quand il les enlevait, je les sentais comme craquer devant moi. J'entendais le bruit qu'elles faisaient de l'intérieur, et je me disais que le grincement. Je me disais que le grincement qu'il y avait, lorsque le vent était dans la cavité souterraine, ne devait être rien qu'autre que ses os. J'ai alors vu le bras se défaire de mon tibia, de ma jambe. Je l'ai vu se défaire de ma jambe, et il est parti. Il est rentré dans la terre comme quand il était sorti. Comme quand il était sorti, il est rentré dans la terre. Il est reparti, comme un insecte qui rentrerait à l'intérieur de son trou, de son terrier. Comme une souris, comme un rat, ou comme peut-être un mulot des champs. Il est rentré à l'intérieur de son trou, et il est reparti. Après avoir vu ses 5 doigts se défaire de mon tibia, je sentais toujours la pression et la présence de ce bras juste à côté de moi. Je commençai alors à dessiner les racines qui tombèrent des arbres et qui tombèrent du sol. Elles tombèrent du sol effectivement qui était la forêt au-dessus de nous. Effectivement, je regardais. J'avais l'impression que c'était le sol au-dessus de nous. Je regardais et elles tombèrent du sol les unes après les autres. De temps en temps, j'en voyais une ou deux qui commencèrent à bouger, à s'agripper à une autre pour pouvoir peut-être être 2 fois plus fortes. Et les arbres, je me disais qu'ils perdaient leur sève par minute, par seconde. Plus le temps s'écoulait, plus on avançait à l'intérieur, plus j'avais l'impression et la peur qu'un bras ne vienne à s'accrocher à ma cheville. J'avançais avec lui, il tenait mon livre, et je lui ai confié précieusement, en le regardant dans les yeux. « Est-ce que tu peux tenir mon livre ?» Il m'a dit oui avec plaisir. Il a tenu mon livre, et on a commencé à avancer. J'avais toujours cette impression que ce bras était dans la terre quelque part, qu'il était dans les cavités, proche des racines noires qui s'incrustèrent à l'intérieur des troncs. Et je regardais sur les côtés, comme si j'avais peur. Il m'a ensuite demandé si j'étais anxieux. Je lui ai dit que évidemment j'étais anxieux. Je n'avais même plus mon vélo. Je n'avais même plus mon trajet. Je ne savais même plus où j'étais. Je n'avais même plus une carte pour m'orienter. Je n'avais même pas la boussole, encore moins mon sac. Je n'avais rien de tout ça. Je ne savais plus m'orienter. Je ne savais plus me situer ou savoir où j'étais. Il m'a regardé, il a fait un simple signe de la tête, a haussé les épaules, s'est retourné et m'a reconfié une nouvelle fois. Une nouvelle fois, il m'a reconfié mes dessins. Je les ai pris, et je suis parti, je l'ai suivi, après m'avoir confié mes dessins. Ce n'est pas comme s'il me les avait confiés, c'est plutôt comme s'il me les rendait. Il me les a rendus, et je l'ai regardé. Je n'ai pas dit merci, je n'ai rien dit de spécial. J'ai haussé les épaules comme lui l'avait fait. Ensuite, j'ai fait un geste de la tête, et je me rapprochais de lui, je me rapprochais de mes dessins. Car lui, je ne sais pas s'il savait où il allait, mais il avançait à l'aveugle. Peut-être qu'il suivait son chemin à l'aveugle, qu'il suivait une personne qui lui avait indiqué une direction à l'aveugle, sans savoir où il allait. Mais j'avais l'impression qu'il connaissait la forêt, mieux que moi je ne la connaissais. Moi souvent je venais ici, pour pouvoir écrire, prendre des notes, dessiner avec des traits plus rapprochés quand il fait sombre, et peut-être les soirs d'été quand il fait clair et que le soleil se couche,
avec des traits moins rapprochés, pour pouvoir y laisser de la clarté dans mon dessin. Et quand il fait sombre, les soirs d'octobre, je fais des traits plus rapprochés, et mes dessins sont plus sombres. Je ne connaissais pas la forêt, mis à part pour me mettre contre un mur qui avait été démoli, ou alors contre un arbre et des racines. Je connaissais encore moins cette légende que racontait le vieil homme dans le village. Je connaissais encore moins cette légende, mais maintenant que j'avais vu un bras s'agripper à ma cheville, que j'avais vu tous ces bras qui s'agrippèrent en enfonçant leurs doigts dans le sol, et en s'agrippant contre la terre et dans la chair du cadavre de cet enfant, que cette religieuse a disparu, que cette religieuse du catéchisme a disparu. Maintenant je croyais en cette légende. Mais bon, je devais toujours avoir une réponse de pourquoi est-ce que je ne retrouve pas mon chemin. Je suis peut-être dans une cavité souterraine, certes, mais je ne retrouve pas mon chemin. Car je savais qu'au bout de cette cavité souterraine il y avait quelque chose qui faisait en sorte que le passager retrouvait son chemin. Nous nous considérions comme des passagers, des personnes de passage dans la forêt. Mais je savais que tout au bout il y avait un escalier de pierre qui avait été démoli à moitié. Sur les côtés il y avait encore une rampe qui était intacte. Il y avait un mur de pierre et de béton sur lesquels les gens venaient souvent graver le temps qu'ils ont passé sous la terre. Je regardais et je voyais des noms qui disaient qu'ils étaient restés 5 ans ou plus, 7 ans, 17 ans, 2 ans, 1 an, 1 heure ou sans plus. Je regardais les noms et je les notais les uns après les autres. Il s'est retourné à la moitié de l'escalier, m'a demandé si j'arrivais. Je lui ai dit oui. J'ai rangé mon bic dans ma poche et j'ai commencé à prendre les escaliers. Marche après marche, j'ai pris les escaliers. Je prends les escaliers, marche après marche. Je le suis et il me regarde. Je lui confie une nouvelle fois ce que j'ai dessiné, mes dessins, mes croquis, mes notes. Une nouvelle fois je lui confie mon carnet, avec à l'intérieur tout ce que j'ai dessiné. Il le prend et on arrive à la surface, dans une plaine entièrement vide, avec pour seule décoration un arbre, un saule pleureur, avec la racine qui avait déjà atteint le tronc de l'intérieur, et qui avait coloré le tronc et l'écorce en noir. Sur le côté, un banc qui avait été délabré. Je le regarde et je lui demande ce que c'est cet endroit. La forêt est censée être un endroit où il n'y a pas de plaine, où les arbres n'ont pas été arrachés les uns après les autres. Il me regarde et dit qu'il ne sait pas ce que c'est cet endroit non plus. Les arbres ne sont pas censés être comme ça, colorés en noir, avec une racine qui remonte jusqu'au milieu, qui colore les couches qu'il y a par-dessus pour compter l'âge de l'arbre. Il me regarde et on s'assied tous les deux sur la cime d'un arbre. La cime d'un arbre qui est visiblement tombé par terre après qu'on l'ait arraché. Après qu'on l'ait arraché à ras de ses racines. On s'assied sur la cime d'un arbre, un sapin. Et sur le côté, je le regarde, je lui demande ce que c'est cette plaine avec des arbres qui sont contaminés partout, qui sont noirs de l'intérieur et de l'extérieur, et des racines qui sortent de tous les côtés. Il me regarde, hausse les épaules et dit qu'il ne sait pas. Au bout de la plaine, il y a cet homme. Il me regarde de loin, et il est proche des arbres. Il est proche des arbres, et il me regarde de loin. Il prend une racine noire qu'il y a sur le sol. Il prend cette racine noire qu'il y a sur le sol. Il la taille avec un couteau. Il crée ensuite un crucifix et le met devant son visage. J'étais trop loin, je n'ai pas pu apercevoir qui c'était. Je le regarde ensuite lever quelque chose qu'il prend par les bras. Je me dis que ça doit être quelqu'un du village. Et quand je regarde, cette personne ne tient pas debout. Je regarde de plus près, cette personne ne tient pas debout. Il essaye de la faire tenir pour qu'elle paraisse quelqu'un de normal. Et je me souviens de quelque chose que m'avait raconté ma mère quand elle n'était pas encore elle-même. Quand elle n'était pas encore elle-même, ma mère m'avait raconté quelque chose, une légende. Le soir où elle s'est tuée, c'était ce jour-là qu'elle m'a raconté ça. Mais le soir où elle s'est tuée, c'est seulement là que j'ai compris. Elle m'avait raconté la légende d'un homme qui s'appelle le récolteur d'enfants. Le récolteur d'enfants est un homme
On ne voit pas son visage à cause d'un crucifix, une croix qu'il a taillée dans du bois noir, du bois qui a été empoisonné. Seulement, cet homme récolte les enfants, mais pas les enfants qu'il y a au village, les enfants vivants, les enfants morts. Le récolteur est un récolteur d'enfants morts. J'ai alors compris qu'il avait déterré l'enfant, qu'il avait été à l'endroit où la religieuse avait trouvé l'enfant. Elle n'a pas pu prévenir le village, encore moins le catéchisme, l'église, pour qu'elle puisse en faire un rapport, et pour qu'il puisse aller voir. Elle n'a rien pu faire, mais lui, le récolteur d'enfants, il a été là-bas. Il a été voir la dépouille, a regardé l'enfant, et peut-être qu'il l'a sorti, grâce à on ne sait quel moyen. Grâce à on ne sait quel moyen, peut-être qu'il l'a sorti. En le prenant par le cou, par la tête, en décrochant les racines qui avaient poussé tout autour de lui, en décrochant les doigts et les bras qui s'étaient agrippés à son corps. Peut-être qu'il avait fait ça. Il nous regardait de loin, et il détenait mon vélo tout-terrain. Il détenait mon VTT. Je le regardais avec mon vélo. Il était accroupi par terre et attendait. Il avait posé comme si elle était assise la dépouille de cet enfant, à côté, sur le sol. Il nous regardait et faisait tourner la roue avant de mon VTT. Je le regardais, je voulais récupérer mon vélo, mais je n'osais pas m'approcher de lui. Enfin le récolteur d'enfants, quand je l'ai regardé, j'ai prétendu que je ne pouvais pas m'approcher de lui. Mais je me suis souvenu que le récolteur d'enfants ne récolte que les enfants morts. J'ai alors pris l'enfant avec qui j'étais dans la forêt, et je lui ai dit qu'il fallait s'en approcher pour récupérer nos vélos et partir d'ici. Il a commencé à me regarder bizarrement, et je l'ai vu descendre les marches et re-rentrer dans les sous-sols. Quand il est re-rentré dans les sous-sols, je l'ai regardé, et je lui ai dit que c'était une chance. Aller près de quelqu'un qui a un mort, prévenir qu'on a déterré le mort, et que si on passe devant lui, il ne nous fera pas de mal. C'était une chance pour récupérer nos VTT, nos vélos tout-terrain. Il m'a regardé et m'a dit que j'étais peut-être folle. Je lui ai dit peut-être, mais c'est une chance de pouvoir peut-être sortir de là et survivre. Je suis passé à côté et j'ai vu cette femme. J'ai vu cette femme qui nous regardait de loin. Elle était assise sur une branche d'arbre. Prétendant qu'elle ne pouvait pas descendre, elle me regardait. Elle prenait l'apparence de tous les visages que je connaissais. Un moment, c'était ma mère qui s'était pendue, et elle disait qu'elle était désolée d'avoir fait ça. C'était mon frère ensuite qui était mort, et il disait qu'il était désolé d'avoir pu assister, que j'ai pu assister à sa mort. Ensuite, c'était d'autres personnes que je connaissais, qui ne faisaient pas nécessairement partie de la famille, mais qui étaient à Holgland, le village. Ils vivaient tous à Holgland, le village, et ces personnes qui étaient au village, je les ai regardés mourir les uns après les autres. Cette femme tout en haut s'est approchée de moi et s'est retrouvée juste derrière, dans mon dos. Elle s'est retrouvée juste derrière, dans mon dos, a prétendu que tout était de ma faute, que si ces personnes étaient mortes, c'était moi. C'était moi la coupable. C'était moi la prétendue coupable. Et elle m'a regardé. Elle changeait son visage alternativement. Une fois c'était ma mère, une fois mon frère, une fois ma grand-mère, une fois c'était des personnes allongées sur le sol, qui faisaient partie de Holgland, le village. Tout le monde disait que ce village était maudit. Mais plus je regardais les villages, les uns après les autres, car il n'y avait pas que Holgland. Il n'y avait pas que le village de Holgland, mais plus je regardais les villages les uns après les autres, je me disais qu'il y avait tous quelque chose qui n'allait pas. Et alors quand je regardais les visages des personnes qu'elle prenait, elle se mettait derrière moi. Elle me suivait, comme si elle attendait que j'aie peur. Je me suis retourné, et j'ai dit à cette femme, qui changeait de visage,
que ces gens, je les ai vus mourir. Elle est partie. Elle n'est pas partie, mais elle a disparu dans la forêt. Plus tard, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Je voyais dans la forêt. Dans la forêt, je voyais des corps que je connaissais. Celui de ma mère par terre, avec une corde qui était accrochée à son cou, mais qui était comme défaite. Je l'ai prise, mais je ne tenais rien en main. Je ne tenais rien en main, mais je l'ai quand même prise. Je me suis approché de ces choses. Et de plus en plus, je voyais des personnes qui étaient mortes. Je voyais cette personne qui s'était enfermée dans son garage, qui avait laissé le gaz allumé et qui avait laissé sa voiture tourner. Il s'était mis un masque à gaz juste sur le visage et y avait passé un tube, un tuyau, depuis sa voiture qui laissait passer sur les pots d'échappement de la fumée. Il y avait mis de la fumée qui sortait du pot d'échappement de sa voiture. Un tuyau qui rejoignait le masque à gaz, l'intérieur. Il s'était étouffé tout seul dans son garage, adossé contre sa voiture. J'ai vu cette personne adossée contre un arbre dans la forêt. J'ai voulu la sauver et enlever son masque à gaz. Quand je l'ai fait, ce n'était rien d'autre qu'un cadavre, une personne décomposée, qui regardait vers le haut. Et ses yeux étaient déjà partis. Partis comment? Peut-être en fumée, peut-être en poussière, peut-être qu'il s'était tout simplement dégradé avec le temps. Mais ses yeux n'étaient déjà plus là. Ce n'étaient que deux orifices vides, un crâne incliné sur le côté, et un homme sur lesquels je pouvais voir ses côtes, je pouvais voir ses os et ses bras qui étaient retournés contre la paume des mains, sur le sol. Il était exactement de la même position quand il était mort. Le garçon avec qui j'étais, l'enfant avec qui j'étais, m'a pris par les épaules et m'a dit « Allez, viens, on s'en va ». Je suis parti et j'ai vu cette femme qui me regardait. C'était une femme qui avait la peau très pâle. Elle existait dans le village pour de vrai. C'était elle qui a prétendu pour la première fois que tout cela était quelque chose de religieux, que c'était le mal incarné dans la forêt. C'était elle qui a prétendu ça pour la première fois. C'était une femme qui mettait tout le temps des robes blanches, assez pâles, voire même peut-être de temps en temps rose pâle. Elle avait de longs cheveux gris. Et parfois, elle prétendait que c'était le mal incarné qui essayait de venir dans le village, de venir à sa porte et de lui parler. Elle prétendait entendre des voix. Tout le monde la croyait cinglée jusqu'au jour où les gens ont entendu des voix eux aussi. C'est à partir de là que ce qu'elle avait dit a commencé à se répandre dans le village. Entendre des voix, ou prétendre que c'était le mal incarné tout autour. Un jour, elle s'est donné la mort, et je la voyais. Elle était dans la forêt, appuyée contre un arbre. Elle me regardait. Ses yeux étaient noirs, entièrement noirs. Entièrement noirs, ses yeux me regardaient. Peut-être que j'avais l'impression qu'il ne me regardait pas, mais c'était moi qu'il figeait, dans le vide. C'était moi qu'il figeait dans le vide. Et je voyais ses yeux qui étaient levés vers le ciel. Elle avait un couteau à la main. C'était un genre de couteau de cuisine qui avait été lacéré, dans lequel je pouvais voir le reflet du ciel qui était en train de s'assombrir. C'était un soir d'octobre, un soir de décembre, et elle a pris le couteau et a découpé les traits de son visage, qui par la suite elle l'a arraché et l'a mis sous la terre, comme une offrande au diable ou au mal incarné. Elle s'est levée, a pointé son doigt vers moi, et a simplement dit « Toi, jeune fille ». Ensuite elle est partie. Je me suis rapproché d'elle. J'ai déterré quelque chose qui n'était qu'une racine noire. Il n'y avait rien d'autre. Pas de corps, pas de squelette, rien. Tous les jours, il y avait cette chose que tout le monde faisait au village. Il y avait cette chose que tout le monde faisait au village, comme d'habitude. Un rite de passage annuel, pour prouver que le diable n'est pas encore arrivé. Pour prouver que le diable n'est pas encore arrivé à Holgland. Il y avait cette chose. À Holgland, tout le monde se rassemblait. Elle se mettait devant leur porte,
et attendait. Comme d'habitude, à sa porte, l'homme se posait sur le côté. Il allumait son cigare et commençait à raconter l'histoire de cette femme. Il racontait l'histoire de cette femme. Elle a pris son enfant. Elle a été dans la forêt. Elle a marché des kilomètres. Et elle s'est assise. Lorsqu'il voyait une femme passer sur le côté, avec sa croix en main, pour rejoindre le rituel de passage, il disait « Hé madame, vous connaissez cette femme qui a été dans la forêt ?» Elle ne disait rien, et tous les habitants qui passaient, jusqu'à un jour où un enfant est arrivé devant lui, et il a dit « Hé jeune fille, tu connais cet enfant qui est mort dans la forêt ?» La mère a regardé l'homme et ne lui a rien dit, mis à part un geste de la tête, pour pouvoir dire à son enfant de revenir près d'elle. Il continuait avec son cigare et racontait. Il continuait avec son cigare allumé et racontait juste devant lui, avec un verre de vin qui avait été posé sur le sol, un verre usé, un verre qui avait été usé, qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps, dans lequel le vin était tellement foncé, tellement rouge foncé, qu'on n'y voyait même plus la couleur. Les personnes devant regardaient le vieil homme, avec sa bouteille en main, pleine de poussière. Il regardait tout le monde et racontait son histoire. Vous connaissez cette femme, dans la forêt, son enfant malade, enterré, morte de chagrin. Tout le monde faisait alors le rite initiatique, se rejoignait sur les bords et sur le bas-côté de la route. Avec un crucifix en main, que tout le monde avait dû sculpter eux-mêmes, tout le monde l'avait sculpté eux-mêmes, soi-même, chez eux un soir. Il y avait une date pour le sculpter, une date pour aller le chercher dans la forêt, pour choisir la bonne branche. Ça ne pouvait pas être une branche choisie au hasard. Cela mettait quelques jours à le sculpter, jusqu'à l'initiation du village. Jusqu'à l'initiation du village, ensuite, ils se posaient tous sur le bas-côté, ils se regardaient. Les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre. Et le vieillard, lui, regardait. Elles étaient de l'autre côté, les femmes, tendaient le crucifix. Le crucifix chez les femmes devait être tendu. Mais Jésus, Dieu, ou peu importe comment on l'appelle, devait être face à elles, face à leur visage. Chez les hommes, ils étaient assis sur le bas-côté, et eux, ils devaient être dans le sens inverse des femmes. Dieu, Jésus, peu importe comment on l'appelle, devait être de dos à eux, et leur crucifix devait être en main devant leur visage. Les visages devaient être cachés, et ils restaient comme ça pendant 3 jours. 3 jours, 51 secondes et 24 minutes, à rester avec un crucifix, tendu. Ensuite, ils rentraient chez eux. Nous, dans la forêt, on suivait, et temporairement, parfois de temps en temps, quelques cadavres revenaient à la surface, m'accrochaient la jambe, et j'avais plus peur qu'autre chose. J'avais plus peur qu'autre chose que cette jambe, ce bras, ne réattache ma jambe. Je regardais ensuite tout autour de moi. Tout autour de moi, j'avais plus peur qu'autre chose que les arbres que je voyais. J'avais plus peur qu'autre chose qu'il n'y en ait un qui tombe pour pouvoir nous montrer l'intérieur de l'arbre, les couches simultanées, les unes après les autres, qui ont été recouvertes d'un noir intense, un noir brillant, presque comme le dos d'une pierre précieuse. J'ai regardé l'arbre qui était tombé dans la plaine, aussi solide qu'un roc, aussi solide qu'une roche, qu'un rocher. Il s'est approché de moi. Il s'est approché de moi le garçon qui était avec moi, l'enfant. Je me suis assis sur les côtés et j'ai entendu résonner juste en dessous de là où l'arbre avait été coupé. J'ai regardé et je lui ai dit d'attendre, de prendre mes dessins et mon carnet. Il l'a fait et il m'a attendu. J'ai regardé en dessous et quand j'ai regardé en dessous, j'ai vu le visage d'un homme
qui avait été démembré. Il avait été démembré, scarifié, scalpé par petits morceaux. Par petits morceaux, il avait été scalpé, jusqu'à l'os. C'est pour ça qu'à l'intérieur de son visage, on y voyait ce qu'il y avait. Le vide. Il y avait scarifié et scalpé des petits morceaux de triangle, des petits morceaux dessus, des petits morceaux de peau en triangle qu'il avait enlevés. Il les avait coupés soigneusement pour enlever les bords. Et ces petits morceaux étaient déposés par terre tout autour de lui. Je l'entendais pleurer et pourtant sa bouche avait été arrachée. Sa bouche avait été arrachée pourtant, lors de la scarification, lorsqu'il a scalpé son visage. Pourtant il pleurait, il avait la tête vers le bas, s'est relevé vers moi. Et entre les trous qu'il avait dans les os, entre les trous qu'il avait dans l'os du visage, qu'il avait dans l'os, tout autour de lui, je voyais des mains sortir et s'agripper à l'os qu'il avait tout autour, l'os du crâne. Il s'est tourné et a commencé à pleurer. Il m'a dit de ne pas le regarder. S'est agrippé derrière lui par rapport au trou qu'il avait sur le visage, qui avait été scalpé et scarifié. S'est agrippé à lui des mains, sortant par les trous, par tous les orifices, même par ceux des yeux. Je l'ai regardé. Je lui ai offert mon crucifix. Il m'a attrapé par la main. Je lui ai posé la question. Est-ce que ça fait mal? Il m'a simplement répondu, jeune fille, va-t'en, ne me regarde pas. Je n'avais pas compris pourquoi il ne voulait pas que je le regarde. Une fois rentré dans la forêt, un soir de novembre, il faisait froid, humide et sec. Il n'y avait pas de vent. Une fois rentré dans la forêt, ce soir de novembre, j'ai compris pourquoi je ne devais pas le regarder. Chaque cadavre que je trouvais, je les voyais scarifiés, scalpés, avec des petits morceaux en triangle, en cube, en petites formes qui avaient été scalpées pour que les angles ne soient pas droits, mais courbes. Je les ai regardés, et je voyais s'agripper les mêmes mains que j'avais vues dans le visage de l'homme. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi est-ce que je voyais ça seulement maintenant? Pourquoi est-ce que je voyais ça seulement maintenant? C'était une révélation, un message à passer, peut-être quelque chose de simple que la forêt fait apparaître quand on reste trop longtemps. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle fait apparaître lorsqu'on reste trop longtemps. Je me suis frotté les mains sévèrement, avec un tic nerveux, et j'ai regardé, j'ai fléchi les jambes, j'ai posé mes mains sur mes genoux, je me suis assis sur le sol, j'ai frotté mes mains, car elles étaient couvertes de terre. Je me suis approché, et les mains qui s'agrippèrent se sont agrippées à mon cou. Je suis parti en courant, j'ai pris le garçon par le poignet, et je lui ai dit de courir jusqu'au point où il puisse trébucher par terre, jusqu'au point où je l'ai pris par le poignet. Il puisse trébucher par terre et je l'ai relevé. Il avait trébuché par terre, et une fois par terre, je l'ai relevé. Je l'ai pris, je lui ai dit, écoute-moi, ne regarde pas autour de toi, n'écoute pas ce que tu entends, ne regarde pas. Je voyais des mains s'agripper au sol, me rejoindre, comme si elles voulaient m'attraper une nouvelle fois le talon, comme si elles voulaient une nouvelle fois m'attraper le talon, ou alors peut-être le tibia et la cheville. Elles s'agrippèrent au sol, et je voyais des trous de plus en plus grands de la même forme que j'ai vu sur le visage de l'homme, se dessiner par terre. Il y en avait des mains qui sortaient, et qui s'agrippèrent à mon tibia, à ma jambe, à ma cuisse et qui remontèrent tout le long. J'essayais en vain d'échapper à ces trous, qui se formèrent dans le sol. Mais je voyais qu'à un seul endroit, les trous n'atteignaient pas cet endroit, n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à cet endroit. J'ai dit alors à l'enfant qui était avec moi, de s'asseoir sur le sol, tout autour de nous dans la forêt des trous en triangle qui avaient été courbés et qui avaient été scalpés, comme si on essayait de dessiner une forme qui était courbe, mais qui ressemblait à un triangle. Des ronds, des ovales, tout partout, des branches, des plumes, des doigts, des mains qui s'agrippèrent dans les trous, qui avaient été scarifiés et formés pour faire des triangles dont les angles avaient été enlevés et irradiés. J'ai regardé ces trous, et les mains qui rejoignirent la surface. En dessous, je ne savais absolument pas ce qu'il y avait. Je me suis agrippé à un trou. Il n'y avait rien.
Je me suis remis contre le garçon, et il m'a dit de ne plus jamais faire ça. Une main a failli m'attraper l'épaule. Je me suis reculé, et on a attendu que ça disparaisse, que ça se recouvre de feuilles. Ça n'était pas ce qu'on pensait. Ça n'était pas la mort sous la forêt. Ça n'était pas la mort, mais l'esprit d'une femme, une femme en robe blanche, qui n'a plus l'apparence d'une femme en robe blanche. Mais ses poumons, ses bronches, sa trachée, sa gorge et son diaphragme sont comprimés de l'extérieur par des mains noires, aux ongles couverts de terre, et les cheveux noirs couverts de la tourbe sèche, identique à celle qu'il y a sur le sol, sur lequel elle y creuse toujours, de manière récurrente et perpétuellement. Elle y creuse encore, et en creusant des trous en trapèze, c'est en volant l'apparence de certains visages qu'elle y creuse encore perpétuellement. Encore, c'est ce qu'on pensait être la mort. C'est cette femme, qui n'a plus l'apparence d'une femme, qui creuse des trous en triangle trapèze, ou alors même parfois de temps en temps. Elle y creuse avec ses mains, en triangle scalène et isocèle, où les côtés sont arrondis par la terre creusée. C'est ce que l'on voit à la surface. Ce sont ses mains. Ce ne sont pas des mains, ce ne sont pas les morts qui tentent de nous attraper. Ce sont ses mains qui creusent des trous, perpétuellement, encore et encore. Elle creuse ça, elle ressasse le fait de creuser des trous. Comme si cette femme était en fait la propriétaire de l'enfant qui a été enterré. Comme si c'était sa mère, elle creuse des trous, comme pour pouvoir le chercher à la surface. Sauf qu'elle est sous la terre. Et elle creuse des trous, et nous de l'extérieur, on a pu croire que c'était la mort qui nous en voulait. Que c'était les bras de quelqu'un d'autre, de peut-être le cadavre de cet enfant qui voulait nous attraper la cheville. Le matin, à Glen, il y avait cet homme, assis, avec son cigare. Il y avait cet homme qui s'asseyait avec son cigare. Il se mettait sur le côté, et il répétait la même chose tous les jours. La même chose tous les jours, il la répétait. Il s'asseyait sur le côté, avec son cigare, et ensuite, il se posait sur sa chaise, et il se laissait aller. C'était un rocking chair noir. Il l'avait taillé lui-même, un jour de pluie. Un jour de novembre, le 7 novembre, il l'avait taillé lui-même. Il s'était mis dehors, juste devant tout le monde. Juste devant tout le monde, quand ils étaient tous à l'intérieur et qu'il pleuvait. Il pleuvait, et il regardait le ciel. Il se disait que ce devait être le mal qui se vengeait. Il l'avait taillé ce soir-là, le 7 novembre. Je ne sais plus quelle date exactement. Je ne sais plus quand exactement. Quelle date, quel jour, quel mois peut-être. Je ne sais plus. Je sais juste que c'est le 7. Et ce jour-là, il était sorti. Et il taillait son fauteuil, dans du bois, un bois qu'il avait été chercher. Un bois assez solide. C'était un arbre qui était tombé, qui avait séché et qui était devenu aussi rude et aussi brut, aussi dur que de la terre. Aussi dur que la terre qu'on a sous nos pieds, aussi dur que de la pierre. Il était devenu rude et lourd. Il l'a porté et l'a pris jusque chez lui, et il a commencé à tailler. Il a commencé à tailler toute la nuit, on l'a entendu. Toute la nuit, on a entendu l'homme tailler son fauteuil. Il a taillé son fauteuil dans la pierre, avec la lourdeur de ce qu'il avait apporté chez lui. L'arbre, avec la lourdeur de l'arbre qu'il avait apporté chez lui. On l'a entendu toute la nuit tailler son fauteuil, comme s'il frappait de la pierre, avec un marteau et un tournevis. Il l'a taillé toute la nuit, avec un marteau et un tournevis. Il appuyait sur le manche du tournevis, et avec son marteau qu'il tenait fermement en main, il frappait. Toute la nuit, on l'a entendu frapper, marteau et tournevis en main,
il taillait son fauteuil. Il était juste devant sa maison, devant ma maison à moi. Moi, ce soir-là, je le regardais par la fenêtre. J'ignorais ce qu'il y avait dans la forêt. J'ignorais ce qu'il y avait dans la forêt. Mais cet homme, ce soir-là, qui faisait son rocking chair dans quelque chose de plutôt rugueux, dur et brut, ce soir-là, il a regardé tout au fond, n'a averti personne. Mais au travers de la barrière qu'il y avait tout au fond de Hall Glen, il a vu un homme qui se tenait droit. Il avait les mains surtout relâchées. Il avait les mains surtout relâchées, proches de son corps. Il était noir et n'avait pas nécessairement de visage. Il l'a regardé et a arrêté de tailler. On s'est demandé s'il était fatigué ou quoi que ce soit, mais nous, dans nos maisons, on ne pensait qu'à une chose. Rester dehors, il pleuvait. Ce devait être la revanche du mal. Rester dehors, ce devait être le mal qui se vengeait. Lui, il était resté dehors, nous à l'intérieur, dans nos maisons, protégés par le mal qui devait être en train de se venger, de nous donner une leçon. On est resté à l'intérieur, car on pensait tous la même chose. Le mal nous donnait une leçon. Lui, il pensait aussi la même chose. Ce devait être l'esprit de cette femme, l'esprit de la légende de cet enfant qui a été enterré. Il a regardé et il a vu l'ombre tout au fond, proche de l'entrée de la forêt. Il l'a vue et cette ombre s'est présentée devant lui. Cette ombre s'est présentée devant lui, a commencé à s'asseoir par terre, l'a regardé un instant, mais il n'a vu qu'il n'avait pas de visage. Il a vu qu'il n'avait pas de visage, il ne s'est pas approché de l'ombre. Au contraire, il s'est éloigné et il est resté proche de cette terre rugueuse et brute. Il est resté proche de cette terre rugueuse et brute, de cet amas de bois qu'il avait sur le côté, et il a taillé son rocking chair toute la nuit. Avec cette ombre qui la regardait, qui brandissait alors comme lui un crucifix, que cette ombre venait tout juste de devant lui, limité à tailler un crucifix. L'ombre qui venait tout juste de l'imiter à tailler un crucifix, l'a tendu devant lui en cachant son visage, visage qu'il ne possédait pas visiblement. Il l'a regardé, a regardé cet homme, cette ombre. Le crucifix est tombé, l'ombre a disparu. Il ne savait pas qui c'était, ni même si c'était une femme ou un homme. Quand le crucifix est tombé, il est parti le chercher. Il l'a regardé, et depuis il le serre contre sa poitrine, sur son rocking chair, qu'il a taillé un soir. Sur son rocking chair qu'il a taillé un soir, depuis, il le garde serré avec son bras, contre lui, contre son torse. Et il raconte l'histoire de cette femme. Il raconte l'histoire de cette femme qui est allée dans la forêt, et qui n'a rien fait d'autre qu'enterrer son fils, l'embrasser une dernière fois, d'un baiser, sur le front. Sa peau était noire, et le reste de ses entrailles devait être pourri. On l'a enterré, et elle l'a brûlé seulement que c'est dans les flammes qu'elle a remarqué la silhouette de son fils, lui dire un dernier au revoir, et puis piquer vers le haut, relever la tête, et montrer que les flammes grandissaient. Elle est partie à brûler la dépouille de son fils. Mais aujourd'hui, je sais pertinemment que dans la forêt, la dépouille est toujours là, a été retrouvée. Mais quant à ce soir-là, je n'avais aucune idée que cette dépouille existait, que cette légende était vraie. Il nous a tous regardés, il a toqué à toutes les portes ce jour-là. À toutes les portes il a toqué. Il nous a tous regardés dans les yeux. Il serrait très fort le crucifix qu'il avait trouvé à l'entrée. Et il a dit à tout le monde que c'était vrai, que cette femme existait. Jusqu'à ce qu'on le fasse interner dans un hôpital. Jusqu'à ce qu'il soit sorti. Jusqu'à ce qu'il soit sorti. Jusqu'à ce qu'on le fasse interner. Parce qu'il avait toqué à toutes les portes en disant que c'était vrai. Quoi? Personne ne le savait. Personne ne savait ce qui était vrai. On l'a tous regardé comme s'il était fou. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas fou. Il est allé jusqu'à la forêt, jusqu'à l'entrée de la forêt. Il disait qu'il avait vu quelque chose, quelqu'un, qu'il avait vu un crucifix flotter dans l'air et qui est ensuite tombé par terre. Il l'a récupéré et a dit que c'était celui-là, c'était celui-là. Il l'a tendu devant tout le monde et on l'a entouré d'un aura de personnes. D'un aura de personnes, on l'a entouré.
Il a pris son crucifix, l'a détaché de son torse, l'a gardé fermement en main, et l'a tendu vers le ciel, en regardant précisément un point qu'il fixait, dans le ciel. Tout le monde est rentré dans leur maison, est sorti une nouvelle fois. Après être rentrés dans leur maison, ils ont tous pris un crucifix et l'ont pointé vers le ciel, en fixant le même point que lui. Il est apparu un aura blanc, très léger, est apparu dans le ciel, un aura blanc très léger. Une femme tenant son fils, qui était en train d'agoniser. Toutes les personnes ont alors pensé que c'était divin. Toutes les personnes ont pensé que c'était divin, que c'était quelque chose en rapport avec la religion, que c'était le mal qui était parti, et qui avait fait preuve de présence grâce à la pluie, mais qu'il était parti, et qu'une preuve divine de la religion avait fait apparaître Marie, la Sainte Vierge, et Dieu, ou peut-être son enfant qui lui a été donné par l'ange. Ils ont tous regardé et commencé à émettre des hypothèses, ce qu'ils pensaient être vrai. Chacun se remettait en question et pensait à cet aura très léger, presque infime et invisible, qui est apparu dans le ciel. Ils ont tous parlé et ils émettaient des hypothèses. Certaines personnes qui émettaient des hypothèses ou qui parlaient d'autre chose, de religion ou peut-être de présence maléfique. Il y avait une femme qui jouait du violon. Et pourtant, elle avait accordé son violon avant de jouer. Mais elle jouait mal. Elle disait que c'était une présence maléfique, que de temps en temps le diable se déguise en la Vierge Sainte Marie. Elle nous a tous regardés, et elle a joué devant tout le monde. Après qu'elle soit internée, elle a dit que de temps en temps, et elle répétait tout le temps, enfermée dans une cellule noire, sombre et humide, elle répétait encore à tout le monde que de temps en temps le diable se déguise en la Vierge Sainte Marie, que ce n'est pas ce qu'il pensait, et tout le monde a commencé à voir des choses dans son frigo. Une personne, un jour, a ouvert son frigo, et il y a vu des animaux morts. Une personne a ouvert son frigo, et il y a vu un animal mort. Des animaux morts dans des sacs en plastique, à l'intérieur desquels il y avait du sang. Et cette personne qui a vu dans son frigo, en ouvrant la simple porte, elle a vu à l'intérieur d'un simple regard des animaux morts dans des sacs en plastique. Tout le monde a commencé à voir des animaux morts dans des sacs en plastique, par lesquels de part et d'autre, des sacs en plastique et des animaux morts qui étaient mis dans les maisons, il y avait du sang qui s'écoulait jusqu'à leurs pieds, jusqu'à leurs chaussures. Tout le monde a commencé à croire la vérité que cette femme avait émise, et la vérité que cette femme et que cet homme qui racontait la légende avait émis aussi. Ceux qui ont émis des hypothèses ont commencé à croire comme eux. Mais personne n'a pensé réellement comme eux. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une hallucination, que les crucifix et la croyance en la religion étaient fausses. Mais ils n'ont jamais émis d'hypothèse correcte. Personne. Dans la forêt, je commençais à trouver des charnières par terre. Dans cette forêt, j'étais avec le garçon qui m'accompagnait. Je commençais à trouver des charnières par terre. Lui, plus il avançait, plus il me suivait. Plus il avançait, plus il me suivait. Je commençais à trouver des charnières de coffres différents. De boîtes, ou encore peut-être de tiroirs et d'armoires. Je trouvais des charnières. Je lui ai dit alors en me tournant vers lui, « Essaye de trouver des clés. » Il a commencé à chercher dans une direction différente. On s'est dit qu'on se rejoignait à l'endroit où il y a la rivière. Il a commencé à trouver des clés. Les unes après les autres, on s'est posé par terre. J'ai déposé toutes les charnières que j'avais trouvées, de coffres, d'armoires, ou peut-être de boîtes, jusqu'à ce que je trouve une boîte par terre, déposée sur le sol. À l'intérieur, il y avait quelque chose. Je l'ai regardé et je lui ai dit qu'il n'y avait peut-être aucune chance qu'on puisse s'ouvrir. Peut-être aucune chance qu'on puisse s'ouvrir. Je l'ai regardé. Il m'a demandé pourquoi. Je l'ai tourné vers lui. Je lui ai donné la boîte. Et je lui ai dit, regarde, il n'y a pas de charnière. Il m'a donné une clé
en me regardant droit dans les yeux, il m'a donné une clé. Et il a dit qu'on devrait peut-être trouver la clé de cette boîte avant de mettre la charnière. Je me suis alors occupé de savoir quoi et qui allait avec quelle charnière. Je me suis alors occupé de savoir quoi et qui allait avec quelle charnière. Lorsqu'on est arrivé devant le ruisseau, quand on est arrivé devant le ruisseau, il ne coulait pratiquement plus. L'eau avait pratiquement disparu. Il n'y avait plus que des galets qui étaient humides. Mais à côté, il y avait des armoires, des boîtes, des coffres, et j'ai regardé. À ce moment-là, je me suis assis par terre, les pieds dans l'eau, enfin ce qu'il restait du courant. J'ai regardé et j'ai ouvert la boîte. Je l'ai forcé avec un pied de biche qu'il avait trouvé, qu'il m'a ramené, proche d'un cadavre qui avait sa paume contre le sol, et le reste de ses doigts était relevé comme s'il serrait quelque chose. Il a dit qu'il avait pris le pied de biche de ce cadavre. J'ai ouvert la boîte, et finalement à l'intérieur, j'ai trouvé des photos. J'y ai trouvé des photos à l'intérieur, je les ai pris une à une, et maintenant j'y ai trouvé un parchemin, une lettre. Ce n'était pas un parchemin, mais plus une lettre qui avait été enroulée, qui tenait bon avec un élastique. Elle tenait bon de ne pas s'ouvrir avec un élastique. Je l'ai pris et je l'ai ouverte. Le message disait « Trouvez les clés, trouvez les charnières, trouvez les personnes à qui appartiennent les boîtes, les armoires ou alors les coffres. » J'ai regardé tout devant moi, ils étaient empilés les uns sur les autres. Ils étaient empilés les uns sur les autres. Je les ai regardés. Et j'ai dit que peut-être une armoire, une boîte, une charnière, une clé. Il m'a regardé et il m'a dit alors ce qu'on doit trouver. Ce sont les boîtes, les armoires, les charnières et peut-être même les coffres qui appartiennent aux personnes sur les photos. Quand j'ai ouvert la boîte, il y avait un moyen d'ouvrir toutes les autres boîtes, toutes les autres charnières, de les mettre sur tout. Il y avait un burin, il y avait un couteau, il y avait encore une clé à l'intérieur, il y avait cette lettre qui avait été enroulée avec un élastique pour qu'elle puisse tenir bon. J'ai lu et je lui ai donné le burin. Je lui ai dit « Essaye d'ouvrir les boîtes qui ne s'ouvrent pas ». Il m'a demandé si d'abord je n'allais pas mettre les charnières. Je lui ai dit que d'abord j'allais regarder les photos, sur le côté. Les pieds dans l'eau, enfin ce qu'il restait de l'eau, je regardais en face. Il y avait une famille de 7 personnes, juste devant nous. 3 enfants, et 5 adultes sur le côté, qui se tenaient la main et qui nous regardaient. Je me demandais ce qu'ils voulaient. Au fond, je leur faisais signe, disant que nous étions perdus, qu'il se passait des choses étranges. Ils nous ont regardés et se sont tournés, mais juste à l'instant. Il ne s'est rien passé d'autre que ce que j'ai pu voir. Ils ont disparu, et 7 crucifix sont tombés par terre. Je les ai rejoints à l'autre bout, et je me suis dit que c'était une chance que 7 crucifix soient tombés par terre. Peut-être que les crucifix étaient les personnes qui apparaissaient sur les photos, auxquelles appartenaient ces boîtes. Ils m'ont regardé tous, un instant. En inclinant la tête, les crucifix sont tombés. J'ai été les récupérer avec mon VTT, mon vélo tout-terrain. Je suis revenu, et j'ai posé les crucifix. J'ai posé les crucifix dans un ordre concret que je pensais être le bon, au-dessus de chaque photo. Ensuite, j'ai senti le vent me murmurer à l'oreille un mot. Un mot qui disait que ce n'était pas bon, que ce n'était pas logique, pas correct. J'ai alors regardé devant, s'il y avait à nouveau cette personne. Ensuite, quand c'était correct, finalement, il n'a rien murmuré. J'ai alors posé les armoires, les charnières, et j'ai tout ouvert les uns après les autres. J'ai tout ouvert les uns après les autres, et j'ai regardé. Avec le burin, j'ai essayé de forcer les charnières, de les ouvrir. À côté de moi, le garçon regardait les clés. Le garçon, je ne lui ai jamais demandé son nom, mais il regardait les clés, à côté de moi. Je l'ai forcé à trouver le plus vite possible les clés qu'il fallait, que je n'allais pas ouvrir toutes les charnières avec le burin, Je n'allais pas ouvrir toutes les charnières avec le burin, ou peut-être même avec le marteau et avec le tournevis cruciforme. Je lui ai dit que je n'allais pas ouvrir toutes les charnières comme ça,
que c'était peut-être un peu osé, un peu trop fort pour nous. Je lui ai dit que c'était peut-être un peu osé, un peu trop fort pour nous d'ouvrir les charnières comme ça. Il m'a alors repris le burin, il a repris le tournevis cruciforme. J'ai déposé les photos dans une armoire que j'ai fermée. J'avais posé une charnière que j'avais ouverte. Je l'avais ouverte à la main, en y passant un petit bout de métal à l'intérieur. Il m'a regardé et m'a dit que c'était bon comme ça. Il a déposé les photos à l'intérieur, et j'ai vu qu'elles commençaient à bouger, à se mettre dans le bon ordre. L'eau revenait, et je sentais que mes pieds étaient humides, étaient mouillés, couvertes d'eau. Je l'ai regardé et je lui ai dit merci. Je lui ai rendu le burin. Il y a une clé qui est apparue dans une boîte. Lorsqu'on a ouvert la boîte, une clé est apparue à l'intérieur. J'ai pris cette clé, je l'ai regardée un instant. Je l'ai posée sur une photo, pensant que c'était à cette personne, à ces personnes-là. Les 7 personnes au fond de la forêt sont réapparues. Elles m'ont regardé et sont rentrées dans la forêt en me tournant le dos. Je me suis dit alors que c'était peut-être à eux, que ces armoires étaient peut-être à eux, que c'était leurs indices de notre part, que de leur part c'était des indices qui devaient nous revenir. Ils sont partis et sont rentrés dans la forêt. Rien. Pas un mot, pas une lettre, pas un signe. 7 crucifix qui tombent une nouvelle fois. Et il est apparu que j'ai pu voir ces personnes plusieurs fois, quand j'essayais d'ouvrir les charnières. J'ai trouvé des poupées russes, et je me suis demandé si c'était quelque chose d'important. Des poupées russes à l'intérieur d'une boîte, d'un coffre, qui n'avait pas de charnière. Une charnière que j'ai déposée dessus. Il s'est ouvert et j'ai trouvé les poupées russes. Dans chaque poupée russe, dans la dernière, un mot. Une lettre, un mot, qui était entouré par un élastique pour qu'ils tiennent bon avec le vent et avec l'eau qui les avait amenés tous ici. Avec l'eau qui les avait amenés tous ici. Pour qu'ils tiennent bon, un élastique qui faisait en sorte que le mot soit accroché. Je l'ai ensuite pris, je l'ai décroché. J'ai lancé l'élastique. De l'autre côté, je l'ai passé à ma main. J'ai lu le mot. Il était écrit que nous étions les meurtriers. Les meurtriers de quoi? Les meurtriers de qui? Je me posais la question. J'ai repris les charnières. J'étais énervé. Je suis parti et derrière chaque armoire, il y avait un mot. Pour pouvoir nous dire où aller, pour pouvoir nous dire ce qu'on devait faire. J'ai regardé les charnières. J'ai lu les mots qui disaient qu'il fallait aller dans la forêt, là où étaient tombés les 7 crucifix, là où s'étaient montrés et présentés les 7 personnes. J'ai été jusqu'à la forêt. J'ai regardé, mais rien. Rien de spécial, mis à part peut-être le sentiment de peur que j'avais à l'intérieur de moi, le froid que j'avais dans l'estomac et dans le ventre. Et je me suis avancé de plus en plus, jusqu'à en voir l'arrière de ce que je pensais être une voiture abandonnée. Il n'y avait personne au volant, et même pas la présence de quelque chose qui aurait pu conduire cette voiture à s'enfermer à l'intérieur de cette forêt. J'ai ouvert la porte, mais il n'y avait même pas la présence de quelque chose qui aurait pu conduire la voiture à s'enfermer ici, à avoir un accident à l'intérieur de la forêt. J'ai continué mon chemin, mais rien d'autre que des indices, des charnières, jusqu'à ce que lui, le garçon à côté de moi, trouve des bandages, et un homme par terre, couvert d'anciens bandages, qui était un grand brûlé. Il était presque mort, mais parlait encore. On a continué notre chemin, et on l'a défait de ses bandages. Il nous a remerciés, et on a été vers la forêt, marcher le long de la rivière. Au bout de la forêt, nous sommes arrivés devant un asylum. On est rentré, et il y avait 2 rideaux, juste devant l'entrée, qui cachaient les escaliers. J'ai pris les escaliers et j'ai commencé à monter. J'ai pris la barre sur le côté. C'était une barre qui avait été posée sur des décombres. Ce n'était même pas une rampe d'escalier. C'était juste une barre qui avait été correctement posée, sur les côtés, les décombres d'un autre escalier qui devait passer au-dessus de celui que je prenais. Mais c'était juste une barre qui avait été posée. Ensuite, c'était de la tuyauterie humide. Les couloirs sur les côtés étaient infects, couverts de pourriture. J'ai regardé sur les côtés. Il n'y avait rien d'autre que des traces de voiture qui rentraient à l'intérieur. Comme si la voiture qu'on avait déjà vue s'était crachée ici, elle-même. Elle avait décidé de prendre un accident, de prendre un tournant qui avait été mal contrôlé, et d'arriver à l'intérieur de cet asylum. J'ai ouvert la porte et à l'intérieur de la voiture, sur le cockpit, à l'intérieur de la voiture. Il était écrit « Ici, les démons commencent à marcher ». J'ai regardé par l'extérieur, par la porte.
Personne ne m'a fait signe. J'ai vu un crucifix tomber et rester droit, droit, juste devant la porte. Pas la porte de la voiture, mais la porte de l'asilium. J'ai vu un crucifix, rester droit. Peut-être qu'il tenait par un fil, peut-être qu'il était tout simplement en train de se tenir droit devant la fenêtre. J'ai ouvert les rideaux. J'ai été dehors, il n'y avait pas de crucifix. Je me suis dit que peut-être cet endroit commençait à me faire halluciner. Assurément, je pensais que cet endroit commençait à me faire halluciner. J'ai pensé que c'était clairement parce que je voyais un crucifix que c'était la fin, qu'on avait trouvé la fin de la forêt. Finalement, j'ai pensé que tout ça n'était qu'une illusion. Je me suis approché du crucifix de la fenêtre. J'ai pris garde envers moi, et j'ai regardé le crucifix. L'enfant derrière moi, le garçon, me disait de ne pas approcher le crucifix. Il m'a donné son arme, qui était le pied de biche. Il m'a donné le pied de biche, et lui ne tenait pas le crucifix qu'il voyait. Il tenait le tournevis cruciforme. Moi, j'avais un crucifix en face de moi. J'ai essayé de l'attraper, mais une fois ma main à l'extérieur, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien une fois ma main à l'extérieur. J'ai pris garde à ce crucifix que je voyais. Il m'a rendu alors la gouge à bois. Il me l'a rendue. Et quand il m'a rendu la gouge à bois, j'ai vu que le cruciforme, le tournevis cruciforme qu'il m'avait rendu, avec le marteau. J'ai vu une personne dehors qui ressemblait à quelqu'un que je connaissais, frappé avec un cruciforme et frappé avec un marteau, sur un bois de serre. Cette personne était à l'extérieur, sur un bois de serre, elle commençait à frapper, avec un cruciforme et avec un marteau. J'ai serré très fort le tournevis que j'avais en main, le tournevis cruciforme. Je regardais le crucifix à l'extérieur, mais il avait disparu une fois à l'extérieur, la porte ouverte. L'homme qui frappait sur le bois de serre, je l'ai regardé et je me suis tourné. Je me suis penché et je me suis légèrement appuyé sur le côté. J'étais penché sur les côtés, légèrement appuyé sur le sol, avec le tournevis cruciforme en main. Et avec le pied de biche, j'étais légèrement appuyé sur le sol. Je me suis penché et j'ai vu et je l'ai entendu. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Je l'ai entendu respirer, le cerf sur lequel il frappait. Il était toujours vivant. Je me suis approché de l'homme. Il s'est retourné. Ce n'est pas que son visage était brûlé, c'est que son visage était difforme, arraché, avait été lacéré. Il m'a regardé, a essayé de me parler. Son visage avait été lacéré. Il avait des griffes partout, comme si un ours l'avait attaqué. Lui avait griffé son visage et l'avait jeté contre la paroi d'un arbre ou d'un mur. Comme si on l'avait jeté contre la paroi d'un arbre ou d'un mur. Comme si son visage avait été broyé, avait été lacéré par les griffes d'un ours, peut-être d'un puma ou encore d'un tigre, d'un lion, de n'importe quel animal qui pourrait faire ça. J'ai posé la question en restant accroupi par terre, les mains sur mes genoux. J'ai posé la question. Je lui ai demandé ce que c'était et qui lui avait fait ça, ou quoi. Il m'a dit que c'était une bête féroce qui lui avait fait ça. J'ai répondu quoi? Un puma? Un lion? Un tigre? Il m'a dit un ours. C'était clairement un ours, j'avais raison. Ce n'était pas un tigre, un puma ou alors encore une panthère noire. Ce n'était rien de tout ça, ce n'était pas des animaux sauvages d'ici, m'a fait remarquer le garçon. M'a fait remarquer le garçon que ce n'était pas des animaux sauvages d'ici. Je lui ai dit je sais, mais je ne prends ça que comme exemple. Il m'a dit oui, mais quand même. Je suis parti et j'ai vu par la forêt, par ce qu'il restait de la forêt, par ce qu'il restait des arbres. J'ai vu que par ce qu'il restait des arbres et par ce qu'il restait de la forêt. J'ai vu dehors qu'il y avait un avion qui était vraiment très très bas. Cet avion était vraiment très très bas, était réapparu, comme si sa trajectoire c'était de tourner, mais de toucher pratiquement la cime des arbres. Je l'ai regardé et j'avais ma main à mon cou. J'arrivais à sentir mon pouce accélérer et mon cœur, j'arrivais à le sentir dans ma poitrine. Comme si la trajectoire de cet avion, c'était de venir toucher la forêt, toucher au moins la cime des arbres. Il était tellement proche que j'en avais peur.
J'avais de l'angoisse et j'avais mal au ventre. Je me suis alors replié sur moi-même, je me suis mis alors contre mes chevilles, les jambes pliées, les mains sur mes genoux, et j'ai regardé, comme pour m'abaisser pour éviter que l'avion ne me touche, comme pour m'abaisser sur le sol pour éviter que l'avion ne me touche. Le garçon m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que cet avion, que ce que j'ai vu dans le ciel, était beaucoup trop proche. Il m'a dit ce que t'as vu dans le ciel? Il m'a dit de regarder vers le haut, et je lui ai dit, et il m'a fait remarquer, que c'était impossible de voir dans le ciel. Les arbres étaient beaucoup trop grands, beaucoup trop sombres, et cachaient le soleil, cachaient la lumière et le ciel bleu. J'ai regardé en haut et j'ai dit que c'était vrai, que les arbres étaient beaucoup trop hauts, beaucoup trop sombres et beaucoup trop grands, cachaient le ciel obscur au-dessus. Et j'ai regardé et j'ai dit que c'est pour ça qu'il fait tellement noir à l'intérieur. Il m'a regardé et m'a dit que c'était exact. C'est pour ça qu'il fait tellement noir et qu'il fait très noir à l'intérieur. À l'intérieur de la forêt, on est plongé dans un noir total. On a l'impression de voir le ciel au-dessus de nous. Mais ce que je n'ai vu, c'était qu'une illusion. C'était un avion tellement proche des arbres, que je pouvais le voir se rapprocher. J'avais l'impression qu'il allait toucher la cime des arbres, alors je me suis abaissé, mis sur mes genoux, en arrière, j'ai finalement touché le côté des arbres, touché les racines. Cette fois-ci, accroché à mon poignet gauche, à mon poignet droit. C'était une racine, une main qui s'accrochait à mon poignet gauche et à mon poignet droit. Une main avec une couleur de peau si sombre, presque noire, presque entièrement grise, avec des grumeaux de terre qu'il y avait sur les côtés. Avec des grumeaux de terre qu'il y avait sur les côtés de l'endroit sur lequel elle sortait. Comme si elle sortait tout droit des racines de l'arbre. Elle s'était agrippée à moi. Elle s'était agrippée à mes poignets. Je n'arrivais pas à me libérer, et le garçon m'a finalement tiré par les bras. Par les côtes, il m'a tenu. D'autres bras sont apparus sur les côtés, en sortant des racines, tout droit des racines de cet arbre sur lequel il y avait cet homme, avec le coffre, avec les poupées russes. Il était finalement scotché au sol, et là les arbres se sont écartés devant nous. La cime des arbres qui plongèrent l'entièreté de la forêt dans un noir total, s'est écartée devant nous, et on l'a vu. On l'a vu l'avion, on l'a vu le ciel. On a vu le ciel et on a vu l'avion, qui commencèrent à arriver de plus en plus près. Puis ils disparaissaient, juste arrivé au beau milieu des arbres qui se sont écartés pour qu'on puisse voir le ciel. Il est apparu devant nous, et a disparu, comme si ce n'était qu'un mirage ou une illusion. Il s'est effacé, comme quand on ferme une télé et qu'on l'éteint avec la télécommande, et qu'on la repose sur la table. Et bien là, plus tard, il est réapparu, tellement proche des arbres que j'ai pensé qu'il allait toucher le sol. Finalement, j'ai vu qu'il allait très vite. J'ai regardé le ciel pendant un instant, j'étais figé sur le sol. Mon dos était couvert de feuilles mortes et de terre humide, et j'arrivais à sentir l'odeur humide de l'eau qu'il y avait et qui coulait encore très légèrement. Les pierres étaient humides, mais j'arrivais à sentir cette odeur qu'il y a dans la forêt, cette odeur infâme qui nous fait penser à un cadavre en décomposition. J'ai regardé tout autour de moi, j'avais l'impression d'être observé. Et finalement, j'ai réussi à sentir une présence, quelque chose, je ne voyais pas ce que c'était. Quelque chose qui me faisait voir que dans le ciel, les arbres s'écartaient pour que je puisse voir cet avion, qui commençait à se rapprocher de plus en plus, mais disparaissait comme quand on éteignait une télé, juste quand il était au-dessus de moi. J'ai finalement regardé, et cet avion est arrivé droit sur la forêt. Il s'est écrasé, et toute la forêt a pris feu. 1 hectare de la forêt n'a pas pris feu. 7 hectares sur le côté nord-ouest n'ont pas pris feu. Sur le côté nord-ouest, 7 hectares n'ont pas pris feu. 3 hectares sur le côté n'ont pas pris feu. C'étaient les hectares où passait la légère petite forêt. La légère petite forêt dans laquelle il y avait le ruisseau. Ces 3 hectares n'ont pas pris feu à cause de l'eau. Les 7 hectares sur le côté n'ont pas pris feu parce qu'ils avaient déjà pris feu bien avant. L'avion s'était écrasé sur la forêt. Cela faisait maintenant 3 jours que j'avais été abandonné dans cette forêt, que j'avais été accroché aux racines d'un arbre, mais j'avais survécu en mangeant des animaux et des insectes. C'est une dernière fois, après l'accident, que j'ai pu voir le visage de ma mère, qui était dans l'ombre, dans une grotte sur lesquelles poussaient des lierres, des ronces et des roses blanches, sur lesquelles poussaient des lierres,
des roses blanches, ainsi que des ronces, j'ai pu apercevoir une dernière fois le visage de ma mère. Il m'a souri, m'a dit au revoir et a disparu à l'intérieur de la grotte. Les roses blanches, avaient été teintées par les cendres du feu qui avait envahi la forêt. Les roses blanches avaient été teintées par les cendres du feu qui venait d'envahir la forêt. L'incident et l'accident à côté de moi, l'avion qui était plongé dans la forêt, qui avait détruit plusieurs milliers d'hectares. Il avait détruit plusieurs milliers d'hectares d'arbres et plusieurs milliers d'hectares de forêt. Il s'était enfoncé dans la forêt, en plein centre, et moi, cloué au sol, j'ai vu une dernière fois apparaître le visage de ma mère, avant qu'à côté de moi, dans ma main, n'apparaisse un crucifix que j'ai pu voir et que j'ai pu sentir. C'est là que tout s'est éteint, mes paroles, mes sentiments, la peur que j'avais d'être dans cette forêt, et c'est à côté de moi, à côté du garçon, que l'esprit de la forêt y a planté dans les paumes de mes mains et dans le dessus de mes pieds qu'elle avait croisés. Elle avait croisé mes mains, elle avait croisé mes pieds, et elle m'a attaché au sol, comme Jésus a été attaché à sa croix. Elle a mis mes mains sur la paume, elle a mis mes mains sur la paume et sur le sol. Et elle y a mis un clou, elle m'a attaché au sol. Comme Jésus, comme Dieu, appelez-le comme vous voulez, a été accroché, lui, à sa croix, dans le désert. Moi, appelez-moi comme vous voulez, mais ce qui m'est arrivé, c'est véridique, c'est une vérité. J'ai été accroché dans la forêt, comme Dieu l'a été, ou comme Jésus l'a été. Et c'est seulement maintenant qu'un crucifix est apparu dans ma main, que j'ai vu une dernière fois le visage de ma mère. Et pour l'instant, je ne suis pas morte. Mais le garçon, oui, quand mon vélo est apparu près de lui.